Imaginez-vous en train de marcher dans le centre de Paris, à la sortie du métro, sur les terrasses de café, ressentant la pression ordinaire d'une ville en mouvement autour de vous et comprenant que vous traversez des murs, à proximité de là où se trouvaient autrefois des murs. À travers eux, les portes, les tours et les courtines fortifiées du Paris médiéval traversaient directement les rues que vous empruntez chaque jour, sous des carrefours auxquels vous n'avez jamais prêté attention, le long des boulevards qui ont été construits précisément pour les remplacer. 3 enceintes successives ont enfermé cette ville pendant 6 siècles. Elles ont toutes disparu, presque aucune n'est signalée. Et l'histoire de leur disparition, non pas à cause de la guerre, ni d'un siège, ni d'aucune catastrophe, est une histoire d'élargissement de routes, de politique du logement et d'un roi qui voulait des monuments à sa gloire, commencé au carrefour du boulevard Saint-Denis et du boulevard Saint-Martin. 2 grands arcs de triomphe se font face de part et d'autre de la circulation. Les touristes les prennent en photo, les passants les traversent sans lever les yeux. Cet endroit précis était du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle une porte fortifiée intégrée dans le mur continu de l'enceinte de Charles V, le 3e et plus grand rempart médiéval autour de Paris. Des gardes, des chaînes, des herses, l'odeur des chevaux et la lumière des torches. Puis Louis XIV ordonna la démolition des 2 portes médiévales en 1672, non pas parce qu'elles menaçaient de s'effondrer, mais parce qu'il voulait que l'on sache que Paris n'avait plus besoin de murailles. Il annonça que les frontières de la France étaient désormais si sûres que la ville pouvait rester ouverte. Il remplaça les portes par des arcs de triomphe à sa propre gloire. Les arcs sont toujours debout, les murailles ont entièrement disparu. Et voici le détail qui devrait vous arrêter. Ces arcs sont les seules preuves visibles en surface qu'il n'y a jamais eu des murailles ici. Louis XIV a, sans le vouloir, préservé la mémoire de ce qu'il a détruit en marquant le site de la démolition avec des monuments à sa propre gloire. Mais ces murailles n'étaient que la dernière couche. Sous ce pavé, il y a des traces bien plus anciennes. Marchez vers l'est en direction du quartier des Halles, la verrière du Forum visible à travers les immeubles, une boulangerie ordinaire au coin de la rue et comprenez que vous vous tenez maintenant à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste, le 2e rempart construit entre 1190 et 1215, la première véritable enceinte complète de Paris. Elle suivait à peu près le tracé de l'actuelle rue Étienne Marcel au nord et du quai au sud. À l'intérieur, la ville médiévale en pleine compression, la plus dense agglomération humaine d'Europe du Nord. À l'extérieur, des champs, des abbés et le silence. Le mur de Philippe Auguste faisait environ 3 mètres d'épaisseur et 9 mètres de haut, avec 77 tours et 13 portes. Des sections existent encore, incrustées dans des sous-sols, visibles dans des parkings, accessibles à au moins 2 endroits où la pierre se dresse encore presque à sa hauteur d'origine. La plupart des Parisiens ne les ont jamais vus. Et c'est dans cette rue précise, la rue de la Ferronnerie, qu'Henri IV a été assassiné en 1610. Son carrosse s'est retrouvé bloqué par l'étroitesse du tracé médiéval des rues, hérité du réseau du mur de Philippe Auguste. Le mur lui-même avait été en partie démoli à cette époque, mais la géométrie qu'il avait imposée aux rues était toujours là, continuant à comprimer la circulation dans les mêmes goulets d'étranglement, continuant à dicter où un carrosse pouvait ou non passer. Le mur avait disparu. Sa logique continuait à tuer des gens. Où se trouvent réellement ces sections survivantes du mur de Philippe Auguste et pourquoi elles ont survécu alors que tout le reste a disparu? Gardez ça en tête car la réponse est plus étrange que vous n'imaginez. D'abord, remontons encore plus loin. Tenez-vous sur la place devant Notre-Dame et comprenez qu'avant tout mur sur la rive droite ou la rive gauche, la seule fortification de la ville se trouvait ici, sur l'île de la Cité elle-même. Les Romains l'appelaient Lutèce. Les premiers Francs la défendaient simplement en contrôlant les passages sur la rivière. Lyme était la ville fortifiée d'origine. Les ponts en étaient les portes. Les premières véritables tours défensives n'ont pas été construites par les rois de France, mais par les comtes francs qui ont précédé la dynastie capétienne. Et lorsque l'enceinte de Philippe Auguste fut érigée à la fin du XIIe siècle, Paris était déjà un lieu fortifié depuis plus de 1000 ans, simplement à une autre échelle, sur un autre périmètre.
Et juste au nord de l'endroit où vous vous tenez, gardant le pont du côté droit de la Seine pendant des siècles, se dressait le Grand Châtelet, une immense tour fortifiée, l'un des bâtiments les plus redoutés du Paris médiéval, à la fois prison, forteresse et poste de contrôle. Il a survécu à toutes les guerres qu'a connues Paris, à toutes les révoltes, à tous les sièges. Il a été démoli en 1802 lorsque Napoléon a décidé qu'il gênait la circulation. Une forteresse qui avait tenu des siècles a été abattue à cause d'une décision d'élargissement de la voirie. C'est le modèle pour presque tout ce qui va suivre. Maintenant, marchez vers le nord jusqu'au Grand Boulevard, le boulevard des Capucines, le boulevard des Italiens, le boulevard Montmartre, cette longue colonne vertébrale commerciale de la vie parisienne du 19e siècle, avec ses cafés et ses théâtres, et le bruit si particulier d'une rue qui a toujours su qu'on la regardait. Tout ce système de boulevard suit presque exactement la ligne des fortifications démolies de Louis XIV. Lorsqu'il a fait abattre le mur de Charles V dans les années 1670, le terrain dégagé est devenu une promenade. Le mot original boulevard vient du néerlandais bolwerk, qui signifie bastion, c'est-à-dire muraille. Les Parisiens ont commencé à marcher là où les soldats patrouillaient autrefois. Des cafés sont apparus sur l'ancienne ligne de rempart. Des quartiers de théâtre se sont développés sur les anciens emplacements des portes. Chaque fois que quelqu'un dit « on se retrouve sur le boulevard », il propose étymologiquement un rendez-vous sur un mur de ville démoli. Et le quartier des théâtres et des divertissements qui s'est développé ici au XVIIIe et XIXe siècle, la zone culturelle la plus active commercialement d'Europe à son apogée, a existé précisément parce que la démolition du mur avait créé un vaste espace dégagé et accessible au public dans une ville où un tel espace était autrement introuvable. Le plus grand quartier de divertissement de Paris a été construit sur les vestiges de ses propres défenses. Ce qu'il est advenu du dernier mur, les fortifications de Thiers, et pourquoi cette histoire est la plus amère de toutes, nous y viendrons. D'abord, la récompense de ces sections survivantes du mur de Philippe Auguste. Sur la rive gauche, dans une rue près de la rue du Cardinal Lemoine, il y a une cour accessible par l'entrée d'un immeuble ordinaire, où une portion importante du mur de Philippe Auguste se dresse presque à sa hauteur d'origine. Facile à manquer, rarement visitée, elle a survécu non pas parce que quelqu'un l'a préservée, mais parce qu'en 8 siècles de construction, il était moins cher de bâtir contre la vieille pierre que de la démolir. Le mur a survécu en devenant un élément porteur dans l'immeuble de quelqu'un d'autre. Philippe Auguste a construit ce mur avant de partir pour la Troisième croisade. Il ne voulait pas que Paris soit sans défense pendant son absence. Le mur a été construit par un roi qui s'en allait. Il lui a survécu à sa dynastie, a survécu à la monarchie elle-même, et c'est aujourd'hui une curiosité dans le parking de quelqu'un. Mais si le mur de Philippe Auguste a survécu par accident, la couche suivante a été démolie par quelque chose de plus ciblé. Suivez le tracé des lignes 2 et 6 du métro. Ce circuit suit presque exactement la limite du mur des fermiers généraux, construit dans les années 1780. Ce n'était pas une fortification militaire. C'était une barrière fiscale, un mur de douane conçu pour percevoir des droits sur les marchandises entrant dans la ville, avec 60 barrières et un périmètre continu. Et il était détesté avec une fureur précise et ciblée que les murs militaires n'ont jamais suscité. Il a été achevé en 1788, un an avant la Révolution. Le dicton populaire était sans détour « le mur qui fait gémir Paris ». Le mur des douanes faisait partie des griefs précis qui ont alimenté la colère révolutionnaire, et quelques mois à peine après son achèvement, les barrières étaient incendiées. L'architecte de ces barrières était Claude-Nicolas Ledoux, l'un des architectes néoclassiques les plus importants de l'histoire européenne. Ces barrières étaient des bâtiments formels, monumentaux, d'une ambition géométrique utilisés pour percevoir des droits d'entrée sur le vin et les légumes. La plupart ont été détruites en 1790. 4 subsistent. Aujourd'hui, empruntez le boulevard périphérique, la rocade à la limite extérieure de Paris, la circulation rapide, la ville qui s'arrête net. C'est ici que passaient les fortifications de Thiers, construites entre 1840 et 1844. 33 km de murs continus, 94 bastions et une zone dégagée s'étendant sur 250 mètres au-delà du mur extérieur où aucune construction n'était légalement autorisée.
Cette zone est devenue, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, un bidonville illégal appelé la zone. Chiffonniers, ouvriers itinérants, les habitants les plus marginalisés économiquement de la région parisienne vivaient à l'ombre du dernier mur militaire. Le mur de Thiers a survécu au siège de la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, lorsque Paris a été encerclé et affamé pendant 4 mois. Le mur a tenu. La ville est tombée malgré tout à cause de la faim, non d'une brèche. Les ingénieurs militaires ont ensuite confirmé qu'il était structurellement solide, mais stratégiquement obsolète. L'artillerie moderne avait rendu les murs de ville obsolètes. Et puis, entre 1919 et 1929, le mur de Thiers et sa zone furent démolis, non par la guerre, non par la Révolution, mais par une décision municipale de construire des logements sociaux sur les terrains dégagés et de tracer un boulevard périphérique le long de l'ancienne ligne du mur. Le mur qui avait survécu à un siège a été démoli par un comité du logement. Le périphérique suit aujourd'hui presque exactement le tracé impérial de l'ancienne ligne de fortification. Revenons à la porte Saint-Denis. L'Arc de Triomphe trône sur son îlot de circulation, la pierre légèrement noircie, avec le bruit de la circulation du boulevard qui s'impose de chaque côté en cette fin de matinée. 6 siècles de murs, des barrières fluviales romaines, des palissades franques, la pierre de Philippe Auguste, l'enceinte de Charles V, les barrières d'octroi des fermiers généraux et les fortifications militaires de Thiers ont tous disparu. Non pas à cause d'une invasion ou d'un siège, mais à cause de l'élargissement des routes, de la politique du logement, de la colère révolutionnaire et d'un roi qui voulait des monuments à sa gloire. La ville n'est pas tombée, elle a simplement décidé que les murs étaient devenus gênants. Certains matins, l'arc projette une ombre pile au centre du boulevard, sur la ligne exacte où se dressait autrefois la porte médiévale, où passait le mur de Charles V, où les gardes contrôlaient les laissez-passer et où les herses pouvaient s'abaisser en quelques minutes. L'ombre glisse sur le trottoir et disparaît dans la circulation. Le mur a disparu, mais la ligne est toujours là. Il suffit juste de savoir où regarder.